Le thème de cette année, c'est l'humain. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir remettre justement de l'humain dans ce numérique. On voit si vous passez à la Gaîté Lyrique et que vous regardez tous les prototypes, vous verrez des enfants jouer avec des robots. On voit à quel point les écrans, les robots, les humains font bon ménage. Mais qu'il faut quand même pas justement oublier. Il y a plein de conférences et des conférences aussi où on va parler de détox. On va parler vraiment de tous les usages et de comment justement on va remettre plus de humains au cœur de ces technologies. Et c'est pour ça aussi qu'avec ces grandes entreprises, qui sont donc vraiment une forme avec les startups, la colonne vertébrale de Cap Digital, on s'est dit que on devait vous offrir, plus que les autres années, dans Futur en scène, un moment, une rencontre, et partager, pouvoir partager avec ceux qui font. Il y aura deux tables rondes cet après-midi. Entrez, il y a de la place. Il y a deux tables rondes cet après-midi, une sur l'innovation managériale, une sur l'open innovation, donc l'écosystème ouvert, le cœur de la mission de Cap Digital, mais aussi comment en interne on gère ces innovations. Et puis des leaders, des patrons de ces grandes entreprises, parce que s'il y a aussi une certitude qu'on peut avoir chez Cap Digital et que je voudrais partager avec vous, c'est que cette transformation elle ne fonctionne pas si on ne réussit pas à impliquer au plus haut niveau ces organisations. Et s'il y a quelque chose qui a changé depuis le dernier Futur en scène, c'est que pour moi, il n'y a plus du tout de déni dans ces grandes organisations. Il n'y en a plus une seule qui dit ça m'arrivera pas, je ne vais pas y aller. C'est toutes ces grandes organisations, toutes ces grandes entreprises, et je pense que les leaders, les patrons que vous allez entendre cet après-midi, on a la chance qu'ils soient nombreux, vont partager avec vous cette vision. Et c'était pas exactement leur sujet il y a encore quelques temps, mais ça l'est devenu. On trouvait que c'était l'occasion de les accueillir. Et c'est Carlos, qui est le délégué général adjoint de Cap Digital, qui va être Monsieur Loyal cet après-midi. J'en profite aussi pour remercier Eric Scherer, qui est le curateur de Futur en scène cette année, et qui mène de main de maître tout le cycle de conférences. Là, comme c'est un peu plus mon sujet, c'est moi qui présente, mais les prochaines fois, ce sera lui. Et Patrick Coquet, qui est le délégué général de Cap Digital et qui est devant. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. N'hésitez pas, vous savez, on a un hashtag, c'est Fence 2015, à partager, peut-être parfois à interpeller, c'est l'occasion. Et puis surtout, visitez aujourd'hui. Il y a une fête ce soir à partir de 19h pour l'inauguration. N'hésitez pas à revenir aussi dans d'autres formats, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de communautés différentes qui formaient Cap Digital, mais encore plus qui contribuaient au numérique ici, et que c'est peut-être l'occasion de revenir en famille ou entre amis ce week-end. Merci, bon après-midi. Bien, bonjour à tous. Excusez-moi. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais il nous a semblé important de partager avec vous, nous, Cap Digital, nos réflexions, notre position par rapport à cette question de transformation numérique. On l'écrit, on l'assume. Finalement, la transformation numérique, c'est quand même un peu notre ADN. On a été créé il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on voulait même s'appeler Vie numérique. C'était très innovant. Je pense qu'on a bien fait de changer. Mais en tout cas, ça disait déjà long sur ce qu'on pensait, en tout cas ceux qui ont participé à la fondation. Et quelques années après, on se rend compte finalement que ce qui est important, c'est de comprendre, alors c'est volontaire, tout ça est très confus, vous me direz, c'est à la fois très simple et très compliqué. Et c'est un petit peu la position dans laquelle vous êtes, vous, grandes entreprises, vous, grandes organisations. Le but de rendre le truc illisible, c'est d'illustrer à quel point la transformation numérique, la digital disruption, j'en passe et des meilleurs, est un sujet qui peut être complexe pour une entreprise, même quand elle est bien installée, quand elle est très bien organisée, il se passe des choses autour d'elle, et il est important qu'elle apprenne, qu'elle ait envie d'investir, et d'investir dans la transformation numérique plutôt avec ambition. On dit souvent chez nous, la transformation numérique, ça doit être une opportunité et pas vécu comme un risque. Il faut s'y préparer. Il n'y a pas de méthode. En tout cas, nous, on a l'humilité de penser que pour l'instant, il n'y a pas de méthode. D'ailleurs, je cherchais encore ce matin, transformation numérique, une définition assez précise. Je pense que ça n'existe pas encore. Et c'est pour ça que à Cap Digital, on voulait vous passer ça pour vous dire l'environnement est complexe, on en est conscient.
Il n'y a pas de méthode, on en est conscient. Mais il ne faut pas hésiter à investir dans la transformation numérique. C'est une démarche qui est une démarche apprenante. C'est une démarche qui mérite sans doute d'être partagée. Je pense que c'est aussi la raison de cette conférence, la raison d'être. Vous avez tous, en tout cas pour une grande majorité, déjà lancé des choses dans le domaine de la transformation. Et c'est intéressant de les partager. Vous n'êtes pas forcément sur le même secteur d'activité, mais je suis à peu près certain que vous avez les mêmes problématiques et que vous pourrez, au travers les différents témoignages, identifier des démarches inspirantes. C'est bien ça l'essentiel. Donc, Cap Digital, c'est 10 ans, 1000 membres. C'est un ADN unique, puisqu'on y retrouve des experts scientifiques, technologiques, business, évidemment, des grands comptes, des startups, 800, presque 900 cette année, les grandes écoles, les plus grands laboratoires français, peut-être manquer d'humilité, mais je pense qu'on est le premier réseau d'innovation digitale d'Europe, et on voudrait le mettre à votre service sur les sujets qui sont les nôtres. Et donc, quand je parlais d'environnement complexe, je voulais simplement vous dire que on essaie de se mettre à votre place et essayer de comprendre ce que vous vivez au quotidien. Donc vous, grandes entreprises, ETI, on n'en parle pas assez, il y en a quelques-unes dans la salle, fédérations professionnelles, on va avoir un très bon exemple de collaboration, les administrations publiques, pardon pour les fautes d'orthographe d'ailleurs, et les agences publiques. Mais vous aussi, à l'intérieur de l'entreprise, alors vous êtes parfois le DRH, le DSI, le Chief Digital Officer, le responsable de la R&D, le Creative Technologist, c'est nouveau, c'est super. Vous êtes nos interlocuteurs et on apprend avec vous et on essaie de vous aider. Alors, la transformation, c'est, à notre sens, d'abord et avant tout une question de culture d'innovation. D'ailleurs, pour ça que je vais citer Nathalie Rasson, elle avait dit une très belle phrase au sujet de Cap Digital et de Futur en Scène. Futur en Scène, c'est le lieu de rencontre qui vont accélérer notre futur. Je pense que on ne peut pas mieux le définir, c'est exactement ça. C'est rencontrer les experts, rencontrer des personnes qui ont envie d'investir dans de nouveaux modes de vie, en quête de progrès, en essayant de développer au travers de la technologie les services de demain et respecter aussi cette nouvelle relation qu'on peut avoir avec les clients qui souvent sont cités comme ceux qui ont pris le contrôle. Donc je finis très très vite pour vous dire que la transformation numérique, c'est des hommes, des femmes, c'est un écosystème, c'est des méthodes et des outils. On a le sentiment qu'ils sont à peu près tous chez nous et qu'on peut faire avec vous un bon petit chemin ensemble. Vous aurez les slides plus tard, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, merci à Augustin de Romanet, donc Aéroport de Paris, le président directeur général, de nous rejoindre au pupitre. On peut l'applaudir. Donc très bon exemple, si vous voulez bien. Très bon exemple d'une grande entreprise qui, très tôt, a saisi le sujet de la transformation numérique et M. de Romanet va nous expliquer tout ça. Merci. Allô, allô? Ça marche? Bon, alors, je recommence. Bonjour à tous les amis de Cap Digital, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le maire. 3 petits points. Nous n'avons pas le choix de nous transformer. Le numérique est un outil de compétitivité, 2e point. Et 3e point, il faut évidemment valoriser les humains de l'entreprise avec le numérique. Alors vous avez dit, cher ami, que les grandes entreprises n'étaient pas dans le déni. Non seulement elles ne sont pas dans le déni, mais elles sont dans la paranoïa. Allez chercher la dernière citation de Maurice Lévy dans le Financial Times. Que dit notre ami Maurice? Tout le monde commence à craindre de se faire ubériser. C'est l'idée qu'on se réveille en découvrant
sujet de leur marque et de leur modèle économique. Notre entreprise, Aéroports de Paris, qui est une entreprise d'infrastructure, du vrai béton, pourrait se croire immunisée de ce risque d'ubérisation. En effet, c'est difficile de dupliquer nos infrastructures de manière virtuelle, de mettre des particuliers en réseau pour mutualiser nos terminaux, ou encore de s'intercaler entre le consommateur et les gestionnaires d'aéroports pour avoir accès aux informations pertinentes. J'ai cité les 3 stratégies des disrupteurs numériques. Mais pourtant, la transformation numérique d'une entreprise est inévitable dans la mesure où l'addition de données qui est fournie aujourd'hui par les processus de traitement automatisé de l'information donne des telles opportunités de meilleure perception du réel que les entreprises qui ne l'utilisent pas seront irrémédiablement affectées de kilomètres de retard par rapport à leurs concurrents. Et en tant que nous, aéroports, nous sommes des lieux de connexion, nous sommes des lieux d'échange, nous avons le devoir d'essayer de prendre ce virage. Alors, premier point, donc, nous n'avons pas le choix. Deuxième point, nous prenons le virage du numérique pour accroître notre compétitivité. Notre objectif à nous, aéroports, c'est d'avoir le meilleur service possible aux clients avec le prix le plus bas possible. Pour cela, nous avons d'abord l'objectif d'optimiser nos infrastructures. Deuxièmement, l'objectif d'améliorer le service rendu aux passagers. Alors, optimiser nos infrastructures. D'abord, dans la machinerie interne de l'aéroport, qui est une petite ville, je vous rappelle qu'à Charles de Gaulle, il y a 80 000 salariés qui viennent travailler tous les jours et nous accueillons 230 000 passagers en moyenne les mois d'été chaque jour. Eh bien, nous sommes en train d'optimiser tout ce que nous pouvons. Par exemple, en ce qui concerne la climatisation, le chauffage ou les consommations électriques, nous avons des capteurs dispersés dans tout l'aéroport pour optimiser la consommation d'énergie. Nous avons également souhaité optimiser la gestion des flux des passagers, notamment, vous savez que lorsque vous êtes à l'aéroport, vous avez des files d'attente au poste d'inspection filtrage, qu'on appelle les PIF, des files d'attente à la police des airs et des frontières, qu'on appelle la PAF. Donc tous les techniciens d'aéroport savent qu'il faut gérer les PIF et les PAF. Eh bien, il y a quelques mois, nous sommes rentrés en contact avec une start-up qui faisait le royal chiffre d'affaires de 300 000 €, ou 500 000, je ne sais plus. C'est l'équipe innovation de Sébastien Couturier qui a travaillé avec eux, qui était une start-up qui avait pour objet social de visualiser et de numériser tous les flux dans les stades pour optimiser l'accès de ces masses de personnes qui, en très peu de temps, doivent rentrer et sortir d'un stade. Nous sommes rentrés en contact avec cette start-up et nous avons vu dans quelle mesure elle pouvait utiliser ces technologies au profit des aéroports. Nous avons fait une expérimentation. Nous avons vu qu'il était possible de valoriser nos personnels d'accueil en leur remettant une tablette sur laquelle ils ont en visibilité instantanée tous les flux de l'aéroport en temps réel. Et nous sommes en train actuellement, je crois que ça sera annoncé publiquement par les associés de Pacifa, de rentrer au capital de cette start-up et évidemment de les aider à breveter tous les dispositifs que nous avons découverts ensemble il y a 6 mois. Nous sommes également en train de tester ce qu'on appelle des robots valets dans nos parkings, c'est-à-dire que l'idée est que pour économiser du temps pour les gens qui déposent leur voiture au parking, des espèces d'engins de levage puissent prendre le véhicule et aller l'installer dans un parking automatique dans des conditions telles que les voitures seront beaucoup plus serrées, on économisera beaucoup de place et évidemment on pourra diminuer le prix du parking. Nous utilisons également d'autres objets modernes qui sont les drones pour entretenir les toits de nos aéroports, entretenir les voies de circulation, les chantiers, les ponts, les clôtures. Donc vous voyez que nous sommes engagés pour l'exploitation de nos plateformes mais aussi pour le service aux clients. Alors du point de vue des clients, évidemment, chacun voit que le smartphone est l'interface la plus utile. Nous avons déjà une application qui est téléchargée plus de 150 000 fois qui s'appelle My Airport, qui vous permet à tout moment de connaître en temps réel d'où part votre avion, à quelle heure part votre avion, s'il est en retard, en avance, etc. Nous avons développé un nouveau site internet et puis nous essayons de développer
des communications avec les passagers en utilisant par exemple les e-beacons, de façon à ce que lorsque tel ou tel passager passe à proximité de telle ou telle zone, on puisse lui faire des promotions commerciales ou des promotions sur les services que nous offrons. Vous avez également vu que nous avons été le premier hub en Europe à offrir le Wi-Fi gratuit le 1er juillet 2014. Notre préoccupation est bien évidemment de développer autant que possible l'utilisation des données que nous avons au service de nos clients en faisant attention à éviter la surabondance et l'agression. Parce qu'évidemment, on a tous un rêve absolu qui est que lorsque vous vous levez à 6 heures du matin pour prendre la navette pour Toulouse, vous ayez sur votre smartphone, alors on vous prévient, il est 6h02 du matin, il faut partir, vous allez aller au terminal A, vous allez avoir une promotion sur le whisky que vous avez acheté la semaine dernière, on a de nouveau du Glenfiddich à moins 25%, etc. Bon, il y a un moment où trop de messages tueront les messages. Et il va falloir faire attention à respecter nos clients. Donc nous sommes dans une approche qui est à la fois très ambitieuse sur le plan technologique, mais qui sait bien qu'il en va de la stimulation numérique comme de la stimulation publicitaire, le mieux est l'ennemi du bien. Je vous précise que nous avons multiplié par 3 nos recettes publicitaires à Charles de Gaulle, en divisant par 2 le nombre de panneaux publicitaires. Simplement, nous avons fait des panneaux publicitaires de meilleure qualité, avec des écrans de meilleure résolution, et on a pu, encore une fois, multiplier par 6 le rendement de chaque panneau. Enfin, donc, je vous ai parlé, oui, je crois que je vais rester dans les temps. Je vous ai parlé d'abord du fait que le numérique était une obligation, d'autre part qu'il était pour nous un instrument formidable à la fois de gestion de nos infrastructures. Quand je parle de gestion de nos infrastructures, j'ai oublié par exemple de vous parler de la connaissance de nos réseaux. La connaissance de nos réseaux d'eau, de nos réseaux d'électricité. Notre aéroport d'Orly a 50 ans et on n'a plus la mémoire. Et qui s'appelle Katia, qui a révolutionné la construction des avions. Eh bien, ce type de logiciel, qu'on appelle BIM, est en train de s'imposer progressivement dans le bâtiment et travaux publics. Et maintenant, les ingénieurs commandent les pièces aux usines en temps réel avec le dessin de la pièce sur le plan de l'architecte. Et c'est un plan d'architecte qui n'est plus fait en 2D mais en 3D. Et le fait de pouvoir faire directement vos plans en 3D vous économise énormément de frais de coordination qui vont nous faire économiser des dizaines de pourcents sur nos projets. Donc nous allons appliquer le BIM au futur mais aussi au passé. Donc troisième point, et ça sera mon dernier point, le numérique pour mieux valoriser les humains. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas opposer l'accueil humain et le service numérique. Et la valorisation de nos collaborateurs dans les aéroports qui gèrent ces interfaces est cruciale. Nous privilégions également une approche coopérative avec toutes nos parties prenantes. C'est la raison pour laquelle, le week-end dernier, nous avons organisé un hackathon. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un hackathon, en commun avec l'aéroport de Schiphol. Nous avons réuni à l'usine, dans le 13e à Paris, 27 équipes. Donc nous avons eu 27 équipes de 3 personnes qui se sont mobilisées pour utiliser une base de données que nous avons mis à leur disposition. C'est la première fois qu'Aéroport de Paris ouvrait ses livres de ces bases de données informatiques. Et le but était de développer des nouvelles applications au service de l'expérience passager. Donc, je vous citerai à titre d'illustration les thèmes des 3 équipes vainqueurs, sachant que la qualité globale des projets a été remarquable. Alors le premier prix, c'est une application qui aide à l'application de son voyage, qui vous permet par exemple de rentrer les SMS des personnes dont vous voulez qu'elles soient prévenues si votre avion est en retard. Donc automatiquement, si votre avion a plus de 10 minutes de retard, l'application enverra à vos parties prenantes, par exemple les gens qui doivent venir vous chercher à l'avion, au moment où l'avion part, l'application enverra au SMS que vous avez indiqué, l'avion X428 dans lequel était Madame Ledru-Rollin arrivera en fait avec 52 minutes de retard. Donc c'est l'application qui a été vainqueur. Ensuite, la deuxième, c'est une application qui permet de faire de la mutualisation de relevage d'incidents. On appelle ça du crowdsourcing, c'est-à-dire que toute personne qui voit un escalator en panne, une porte d'embarquement déglinguée ou qui se retrouve prisonnière à la sortie de l'avion parce qu'on n'a pas réussi à ouvrir les portes, peut, par une application, prévenir immédiatement le central de l'aéroport. Et puis le troisième prix a été donné à une application de gaming pour mettre en relation des gens se déplaçant seuls.
Alors, bien sûr, certains de nos collaborateurs pouvaient avoir ces idées, mais le hackathon a permis de les faire éclore avec beaucoup plus d'énergie. Et alors, ce qui m'a le plus touché dans ce hackathon, c'est que non seulement les candidats ont répondu nombreux, ils étaient plus de 100, mais les collaborateurs d'Aéroports de Paris ont répondu nombreux. Et lorsque vendredi après-midi, à 17 h, je me suis retrouvé avec 40 collaborateurs d'Aéroports de Paris en t-shirt orange, de tous les âges. Pas de 7 à 77 ans, puisque le travail des enfants est interdit à Aéroports de Paris, et qu'au-delà de 67 ans, il n'y a plus grand monde, mais enfin bon, de 20 à 65 ans, nous avions des collaborateurs qui étaient très heureux de faire partager leurs informations pour permettre aux candidats du hackathon d'être les meilleurs possibles. On essaie également de favoriser les rencontres directes entre tous ceux qui font avancer la France. Et à Orly, nous avons observé que dans la salle d'attente de la navette, que vous connaissez tous, nous avons 6 voyageurs d'affaires sur 10. Pour éviter qu'ils perdent leur temps, nous avons créé un espace business avec des ordinateurs en libre accès, des endroits pour charger ces instruments informatiques, des cafés, etc. Et vous avez la possibilité dans cette zone de vous connecter à un réseau professionnel qui vous permet d'identifier si, dans la salle d'attente de l'aéroport, figurent au même moment des gens qui pourraient également vous apporter quelque chose sur le plan des affaires. J'ajoute que tous les 15 jours, vous avez une nouvelle start-up qui est invitée à présenter ses innovations. Et par exemple, il y a quelques jours, nous avons eu des créateurs de poubelles intelligentes qui nous ont dit qu'en quelques heures, ils avaient rencontré beaucoup plus d'interlocuteurs qualifiés que ce qu'ils avaient pu faire en allant rencontrer toutes les grandes utilities. Donc, nous essayons de nous mettre en réseau le plus possible, ce qui explique d'ailleurs notre participation à cette manifestation. Nous avons un stand ici, parce que nous savons que, comme le disait mon grand maître en philosophie Jacques Chirac, il y a plus d'intelligence que dans 2 cervelles que dans une seule. Alors en réalité, si je veux être tout à fait honnête, c'est Jacques Chirac qui citait André Bergeron. Vous le savez, c'était un ancien leader syndicaliste de FO au siècle dernier. Et donc, nous croyons, nous, très profondément, à Aéroports de Paris, que nous avons besoin de frotter nos cervelles avec tous ceux qui sont en réalité, qui courent beaucoup plus vite que nous, pour la raison qu'ils n'ont pas la lourdeur de la grande entreprise. Je fais une petite parenthèse, mais plus j'avance dans la vie, plus je pense que la situation dans laquelle nous étions au XXe siècle est une situation atypique, c'est-à-dire les grandes administrations, les grandes entreprises sont des situations qui sont pas durables, raison pour laquelle, vous le savez, on estime qu'en 2030, 50% des Américains seront des travailleurs individuels. Je pense que ça va venir aussi très vite chez nous, c'est-à-dire que, au fond, il y a une lourdeur dans les grandes administrations que, d'une manière ou d'une autre, le numérique va nous aider à réveiller. Pour conclure, parce que j'avais promis de ne pas excéder 11 minutes, je vous dirai 2 choses. D'abord, nous avons une petite vidéo pour vous présenter Pacifa. Je crois qu'il est temps de la lancer pour vous montrer que, entre l'idée qui s'est exprimée il y a... Voilà, je vous laisse découvrir. Alors, est-ce qu'il y a du son? En principe, oui, Sébastien. Oui, il est coupé, la régie. Pardon, micro du pupitre, excusez-moi. Alors, on commence. Donc, ce que vous voyez sur cette petite vidéo, c'est que d'une situation où nos agents d'accueil se retrouvaient sans yeux, sans oreilles sur ce qui se passait dans l'aéroport, ils passent à une situation dans laquelle ils ont un iPad
sur lequel ils peuvent voir le temps d'attente de chaque PIF dans chaque zone de l'aéroport. Ils peuvent avoir en temps réel l'alerte sur le thème, par exemple, le bagage abandonné qui bloque tout l'aéroport, il se trouve dans le terminal Z8K, et on estime que le système reviendra à la normale dans 12 minutes. Donc on a un système de communication et d'appropriation qui est beaucoup plus puissant. Alors pour terminer, je dirais que le prochain défi de notre entreprise, c'est comment embarquer l'ensemble des salariés. Nous avons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une cellule d'innovation qui essaie d'être aussi transversale possible. Mais maintenant, notre prochain défi, c'est d'associer nos 7000 collaborateurs pour utiliser cette espèce de levier d'amélioration de la qualité. Merci de votre attention. Merci. Merci, Monsieur de Romanet. On va prendre quelques questions dans la salle. Il y en a déjà une première là. Je le rappelle, c'est le but. On est là pour partager nos expériences. N'hésitez pas à les partager et à poser des questions. Bonjour. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait frotter ses cervelles à l'extérieur. C'est un peu le principe de l'Open Innovation. Mais alors, d'un autre côté, vous disiez au début que lorsque vous aviez travaillé avec cette start-up, vous aviez breveté ces innovations tout de suite. Mais est-ce que vous ne croyez pas justement qu'il faut les libérer, ces brevets, pour faire de l'Open Innovation? Alors, je me suis mal exprimé, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que si nous avons souhaité nous associer à cette entreprise et rentrer à son capital, plutôt que de créer une JV où on aurait pu se limiter au secteur aéroportuaire, c'est que justement, on s'est dit, il faut libérer la créativité, il faut que la recherche puisse être tous azimuts, pour qu'on passe pas son temps à se demander si c'est une recherche qui va s'appliquer au stade ou aux aéroports. Si on avait créé une JV spéciale aéroport, ça aurait été réducteur, on aurait passé notre temps sur un truc pas intéressant. Donc là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut libérer le maximum les énergies, mais en même temps, si j'ai le réflexe du brevet, c'est pas du tout pour le réflexe de protéger mon petit jardin potager. C'est juste parce que je sais qu'il y a un certain nombre de pays, dont les Américains, qui sont ravis d'aller prendre vos technologies et les utiliser. Donc, si vous voulez, entre la fermeture que je rejette et la candeur, qui est sur un autre champ sémantique et philosophique, mais qu'il faut également rejeter, il faut trouver un trou de souris de breveter au bon moment. Je disais ça parce que justement, les Américains commencent eux aussi à libérer leurs brevets. On peut penser par exemple à quelqu'un comme, vous connaissez peut-être Elon Musk, qui est l'un des porte-parole de l'Open Innovation, qui a créé PayPal, Tesla, etc. Et l'une des choses qu'il a faites, c'est justement d'ouvrir les brevets de Tesla, en disant justement que les gens vont bâtir par-dessus. Je ne connais pas cet ami américain, Elon Musk, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les Américains, tous les gens sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres, notamment eux. Et si ils sont aussi fers dans les brevets qu'ils le sont dans les litigations juridiques pour la finance, il y a lieu d'ouvrir grand ses yeux et d'être prudent. Mais bon, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est très technique. Et alors, dernière question très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous promettre que d'ici, gentiment d'ici 1 an, on ne fera plus la queue pour aucun service dans l'aéroport? Alors, ce que je peux vous assurer, c'est que dans les appels d'offres des marchés pour les PIF, nous avons passé nos sous-traitants en obligation de résultat. Ce qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'à partir on a 6 mois de transition, nos appels d'offres viennent d'être renouvelés. Donc maintenant, que ce soit Alysia, que ce soit ICTS, que ce soit Brinks, etc., dans le contrat, nous avons fixé une obligation pour eux de mettre en place le nombre de personnes nécessaires pour qu'il y ait au maximum, alors je ne sais plus si c'est 5 ou 6 minutes de fil, dans le temps le plus long. Donc on va bien voir comment ça va marcher, c'est une expérience. Ça, c'est pour les PIF. S'agissant de la PAF, police de l'air et des frontières, c'est un sujet sophistiqué, parce que ça dépend du ministre de l'Intérieur. Et donc nous sommes actuellement en train de nous bagarrer pour avoir les instruments les plus modernes possibles qui remplacent les systèmes paraf. Vous connaissez les systèmes paraf aujourd'hui, c'est des petites cahutes où vous êtes un peu enfermés, il n'y en a pas assez, il faudrait les multiplier, mais l'intérieur n'a pas de sous. Et par ailleurs, on peut penser qu'il y a des instruments plus modernes qui vous éviteront d'être dans un truc fermé où c'est un peu claustrophobe, et vous pourrez simplement passer dans une espèce entre 2 barrières métalliques. Vous serez soit reconnu par votre iris, soit par votre visage. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui sont très bons dans ce domaine. Il y a Thales, il y a Safran, etc. Donc la seule chose que je puisse vous dire, c'est que même si ça dépend de la PAF,
donc police de l'air et des frontières et du ministère de l'Intérieur, nous, aéroports, nous savons très bien que nous nous faisons alpaguer sur tout ça tous les matins, donc nous nous en sentons responsables. Donc je ne peux pas vous promettre que ça sera mieux, mais je peux vous promettre qu'on s'en sent responsable et qu'on vous rendra des comptes en tant que client sur l'avancée du système. Bien, merci. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.